Euh, Alors, bonjour à tous. Je vous souhaite le bienvenue à ce webinaire dans le cadre de la stratégie NOSO. Et je vous remercie de votre participation. Mon nom est Mathis Brauchbar et je vais modérer cet événement. Pour ce webinaire, on a 3 buts. Premièrement, on veut vous faire mieux connaissance du document objectif opérationnel qui était publié, je pense, en mars de cette année. Et puis, on veut aussi vous présenter les outils de leur mise en œuvre qui ont été développés par SwissNoso. Et troisièmement, on veut aussi clarifier les questions en suspens. Comment on va procéder aujourd'hui? On a premièrement 3 contributions. Véronique Gobel de l'OFSP va vous présenter un peu le cadre de ce document. Et puis Walter Zink de SwissNoso va vous présenter aussi le cadre dans lequel le document a été développé et les outils de mise en œuvre. Et troisièmement, on aura un interview avec Gaud Gatto du Valais où on va discuter un peu les défis de la mise en œuvre de ce document objectif opérationnel. Après les 3 interventions, nous aurions environ 45 minutes pour répondre à des questions. Et si vous avez des questions, je vous prie de les mettre dans la fonction Q&A qui est dans le Teams webinaire. En plus des intervenants, nous aurions en disposition pour la clarification des questions aussi Isadis Ménétré du CDS et Pascal Besson de H+. Et puis, on aura si on a assez de temps et on va finaliser ou finir avant 50h30 si on n'a pas plus de questions. Encore des remarques techniques. Alors, le webinaire sera enregistré et mis à disposition sur YouTube plus tard dans quelques jours pour les gens qui ne pourraient pas atteindre aujourd'hui. Et puis, les traces transparentes, les slides seront distribués après le webinaire. Et encore pour vous dire, la section, la fonction Q&A, c'est vraiment là pour formuler des questions. Nous avons eu la possibilité de prendre des questions de vous avant ce webinaire. On a reçu 3 questions. On va vous répondre à ces 3 questions pendant les inputs qu'on a. Alors, on va commencer avec les présentations et je donne la parole à Véronique Gobel. Véronique est chef de projet de la stratégie NOSO et elle travaille au sein de l'OFSP. Bonjour à tous, merci beaucoup. Alors moi, je vais vous présenter brièvement le document des objectifs opérationnels et puis vous faire quelques remarques importantes sur ce document. Alors tout d'abord, un petit retour en arrière sur l'élaboration de ce document. Vous voyez sur la timeline que ça a été un long chemin de l'élaboration jusqu'à la publication.
Donc en 2019, le comité de projet, le comité de pilotage de la stratégie NOSO a décidé d'élaborer des objectifs opérationnels de réduction des infections associées aux soins afin de soutenir la mise en œuvre de la stratégie NOSO. Donc l'élaboration a commencé en 2019, elle a été participative, donc avec l'ensemble des partenaires de la stratégie qui sont concernés par ces objectifs opérationnels. Et puis en 2020, malheureusement, elle a été stoppée à cause de la pandémie de Covid-19 et elle a pu reprendre à la fin 2022. Donc en début 2023, on a soumis ce document à une large consultation, d'une part auprès des hôpitaux aigus via H+, et auprès des cantons via la CDS. Donc on a reçu de nombreuses réponses et puis on voit que globalement ces objectifs sont globalement soutenus par les personnes qui ont été consultées. Donc ensuite, on a pris en compte ces retours, on a finalisé et validé le document, et puis on a pu le publier début 2024 en français, allemand et italien. Et puis ensuite, vous voyez à droite les sigles de 13 associations ou sociétés médicales qui soutiennent ces objectifs et qui recommandent leur mise en œuvre, ce qui est du côté de notre stratégie très important d'avoir ce soutien de ces organisations. Donc, de quoi s'agit-il avec ces objectifs opérationnels? Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont des objectifs de réduction des infections associées aux soins pour les 10 prochaines années. Avec l'enquête de prévalence 2022 auprès des hôpitaux aigus, on sait qu'on a globalement un taux d'infection associée aux soins de 6%. Ce qui est visé, c'est d'avoir une réduction jusqu'en 2030 d'1%, c'est-à-dire avoir un taux de 5%, et puis obtenir un taux de 4% en 2035. Pour cela, on encourage les hôpitaux à définir jusqu'en 2025 une infection associée aux soins prioritaires et de définir des objectifs de réduction en lien avec cette infection et de suivre cette réduction jusqu'en 2030. Et puis, idem, de 2030 à 2035 pour une nouvelle infection prioritaire. Pour atteindre cette réduction, les hôpitaux mettent en place des mesures et ce que nous recommandons dans ce document, c'est que pour suivre l'effet des mesures, on utilise un modèle qui est connu dans le management de la qualité, qui est le cycle PDCA. Et ce cycle PDCA, c'est un cycle itératif qui comprend 4 phases. Donc la première phase est plan, donc le P en anglais, plan, c'est planifier les mesures. Le D qui veut dire do, qui est mettre en œuvre ces mesures. Le C pour check, qui veut dire l'évaluation de l'effet des mesures mises en place. Et finalement, A pour act, c'est prendre en compte les résultats de l'évaluation et puis, le cas échéant, adapter les mesures. Et puis ensuite, le cycle peut recommencer. Puis en général, un cycle dure une année. Ensuite, quelques mots sur le contenu du document. Donc, vous avez 3 parties. La première partie explique sur quelle base ces objectifs ont été élaborés. Elle explique à qui ce document est destiné. Et puis, quels sont les rôles et les responsabilités des partenaires de la mise en œuvre. Ensuite, vous avez une deuxième partie qui définit les objectifs opérationnels et puis qui explique la différence entre les objectifs nationaux que je viens de présenter et les objectifs en adéquation avec l'institution. Et puis la troisième partie, elle présente la marche à suivre pour la mise en œuvre des objectifs et puis elle présente aussi l'ensemble des mesures et des aides à la mise en œuvre qui sont disponibles.
Ensuite, quelques mots sur les rôles et les responsabilités. Donc, on a différents niveaux. Donc, au niveau de la Confédération, donc la Confédération est responsable de la stratégie NOSO. Le mandat de la mise en œuvre est à l'OFSP et l'OFSP publie des recommandations, dont ces recommandations d'objectifs opérationnels. Ensuite, au niveau des cantons, les cantons peuvent intégrer les recommandations nationales dans leur stratégie propre. C'est d'ailleurs ce qu'elles ont fait avec les exigences structurelles minimales qui ont été publiées en 2021 et la plupart des cantons les ont inscrits dans leur stratégie et les ont rendus obligatoires via les mandats ou les contrats de prestation. Et puis au niveau des hôpitaux de soins aigus, eh bien, elles mettent en place des mesures de prévention et de lutte contre les infections associées aux soins, c'est-à-dire les exigences structurelles minimales, afin d'atteindre les objectifs que les hôpitaux se sont fixés. Ensuite, finalement, en conclusion, quelques remarques importantes concernant ce document. Donc, ce document est une recommandation, donc il n'a pas de caractère contraignant. Il faut le voir comme une feuille de route commune pour l'ensemble des partenaires de mise en œuvre qui contribuent à la réduction globale des infections associées aux soins et qui améliorent ainsi la sécurité des patients. Ensuite, il faut aussi les voir comme un soutien pour la mise en œuvre des exigences structurelles minimales. Et puis quelque chose de très important, c'est que les chiffres qui sont mentionnés dans ce document sont des valeurs indicatives. Et puis les hôpitaux fixent ensuite leurs propres objectifs qui sont en adéquation avec leur institution, qui prennent en compte leurs besoins et leurs problématiques. Et ils ont vraiment la marge de manœuvre de le faire et de faire aussi quelque chose qui fait vraiment un sens. Et ce qui est important, c'est de viser une réduction des infections. Je vous remercie de votre attention. Merci Véronique. Et je te pose aussi la question qui a été posée par une personne auparavant, c'est si ce document avec les objectifs opérationnels s'applique-t-il aussi dans la même mesure à la psychiatrie aiguë ou seulement des hôpitaux aigus? Oui, alors en fait, ces objectifs, ils ont été vraiment conçus pour les hôpitaux aigus. On a exclu d'autres types d'institutions comme les cliniques psychiatriques, les cliniques de réhabilitation, également les établissements médico-sociaux. D'une part parce que ce type d'institutions n'ont pas les mêmes conditions que les hôpitaux aigus. Elle dispose partiellement ne dispose pas pour tous de tous les instruments de prévention contre les infections associées aux soins. Et également, c'est que si on veut fixer des objectifs quantitatifs, comme cela est fait pour les objectifs opérationnels, pour les hôpitaux aigus, eh bien, il faudrait avoir une valeur de départ, ce qu'on a pour les hôpitaux aigus avec les enquêtes de prévalence ponctuelles, mais ce que l'on n'a pas pour les autres types d'institutions. En revanche, les cantons et les hôpitaux peuvent s'inspirer de ce document pour eux-mêmes décider de fixer certains objectifs. C'est ce qui a été fait, par exemple, pour les exigences structurelles minimales dans certains cantons. Je sais que certains cantons ont adapté et ont aussi fixé des exigences structurelles pour d'autres types d'institutions en se basant sur le document des exigences structurelles minimales qui ont également été conçues pour les hôpitaux aigus. Merci. Je pense que tu dois encore teilen beenden. Tu vois. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Et je donne la parole à Walter Zink. Walter Zink, il est médecin-chef à la clinique des maladies infectieuses et de la hygiène hospitalière de l'hôpital universitaire de Zurich. Et il s'engage beaucoup auprès de Swiss Noso. Et puis,
Walter, c'est à toi. Merci beaucoup. On m'entend? Oui. OK, on voit aussi la présentation, j'espère. OK, bon, merci pour cette invitation, pour voilà, donner quelques aspects sur la mise en œuvre des objectifs à l'hôpital. Juste pour vous dire que ces objectifs ne sont pas tombés du ciel juste comme ça. Il y a une histoire derrière, il y a une histoire européenne et globale. Et ça a commencé il y a plus que 10 ans avec ce travail pour les éléments clés de ECDC, de European Center for Disease Prevention and Control. Et ces éléments clés ont été publiés en 2015. Ensuite, ces éléments clés ont été repris par l'OMS. On a travaillé pour un peu mieux définir ces éléments ou stratégies clés. On a publié dans ces recommandations sur le Core Components en 2016 pour évaluer ou donner un outil aux hôpitaux pour l'auto-évaluation. L'OMS a créé cet outil IPCAF Tool, le Infection Prevention and Control Self-Assessment Framework, et en 2018. Et ensuite, en 2019, l'OMS a publié ce document pour la définition des standards minimaux ou des exigences structurelles minimales déjà, et sur lesquels, en Suisse, bon, je vais raconter plus tard, on s'est basé aussi un peu là-dessus. Et en 2023, pour évaluer aussi les exigences structurelles minimales de l'OMS, l'OMS a créé aussi un questionnaire d'auto-évaluation qui est juste en train d'être évalué dans un pilote en 2023 et 2024. En 2023, l'OMS ainsi ou également a publié cette stratégie globale sur la prévention contre l'infection. C'est une stratégie ou c'est un document un peu plus élargi que les objectifs publiés maintenant de l'OFSP. Alors en Suisse, en même temps, on avait aussi une évolution. C'était pas tout à fait en parallèle avec l'OMS parce qu'on avait la stratégie NOSO. La stratégie NOSO a été publiée en 2016 et cette stratégie NOSO est le résultat d'une consultation vraiment très large avec plusieurs stakeholders. Et c'est vraiment un travail suisse sur le terrain suisse qui a été fait. Mais en même temps, on a aussi, en lien avec le travail qui a été fait à l'OMS en Suisse, on a aussi défini les exigences structurelles minimales pour la prévention des IRS. Et cette année, l'OFSP a publié maintenant les objectifs opérationnels. Et dans ce contexte, on a aussi publié des aides à la mise en œuvre. Les aides à la mise en œuvre, pour le moment, c'est d'une part, c'est un questionnaire, c'est un instrument pour l'auto-évaluation des exigences structurelles minimales et c'est avec un manuel explicatif. Et je vais vous donner quelques exemples plus tard. Alors, vous avez déjà vu ce diapo de Véronique, juste pour vous dire, pour vous rappeler qu'on a des différents niveaux. Ça veut dire qu'on a niveau confédération, OFSP et partenaires, ils sont responsables pour toute la stratégie, et on va parler plus tard un tout petit peu. On a les cantons qui ont une responsabilité en matière de soins de santé et ils ont aussi une responsabilité, on dirait, pour intégrer les recommandations nationales dans les stratégies cantonales. On ne va pas parler dessus. Moi, je ne vais pas parler là-dessus parce qu'on m'a demandé de parler du niveau hôpital. Moi aussi, je suis chef du programme PCI à l'hôpital universitaire de Zurich. Donc, alors, j'ai aussi la perspective hôpital des soins aigus. Mais tout à la fin, il faut bien être clair avec tous les buts qu'on définit au niveau national. Tout à la fin, ce sont les hôpitaux qui font le travail. Ce sont les hôpitaux qui
qui mettent en place des mesures de prévention et lutte contre les IAS, qui aussi doivent définir, définir des buts et vraiment avancer. Alors, c'est clair que les exigences structurelles minimales, maintenant, ont en contrepart ces aides à la mise en œuvre avec le questionnaire et les manuels explicatifs. Juste pour vous dire que ici, c'est juste le site web de Swiss Noso et vous allez trouver ces deux documents de l'auto-évaluation et le manuel ici sur recherche et développement. Oui, c'est vrai, c'est pas très intuitif, mais c'est un projet en cours. Et là, vous allez trouver les exigences structurelles minimales. Là, vous pouvez juste télécharger les documents. Alors, je pense que pour les hôpitaux, le plus important, c'est vraiment ça. C'est la réduction des IAS grâce à la mise en œuvre systématique des exigences structurelles minimales. Et c'est là où on a les deux documents se complètent en fait. Et ce qui est très, très concret en fait, c'est qu'au niveau national, on veut réduire les IAS. Et on s'est donné pour but une réduction de la prévalence des infections associées aux soins à 5% en 2030 et à 4% en 2035. Ça veut dire quoi? Les hôpitaux, en principe, sont invités à faire deux choses. Une fois, d'ici 2025, l'hôpital de soins aigus définit l'IAS prioritaire et se fixe un objectif de réduction chiffrée. En règle générale, une réduction de l'incidence de 10 à 20%. Ça peut vous apparaître un peu modeste, mais je trouve que ça, c'est réalisable. Moi, je suis content qu'on n'a pas visé pour plus pour le moment. Et atteindre d'ici en 2030. Et un nouvel objectif, après, c'est fixé pour 2035. Ça, ce sont pour les outcomes et les indicateurs outcomes. Mais on veut aussi vous inviter ou inviter les hôpitaux de faire quelque chose sur les indicateurs de processus. Ça veut dire que d'ici en 2025, l'hôpital de soins aigus définit des mesures de prévention avec des indicateurs de processus correspondants pour la réduction des IAS ou de l'IAS prioritaire qu'on a défini comme prioritaire et se fixe un objectif mesurable d'amélioration de la compliance à atteindre d'ici en 2030. Un nouvel objectif ensuite est fixé pour 2035. Où on est? Est-ce que c'est réalisable ou pas? Ici, vous voyez les résultats des différentes enquêtes de prévalence ponctuelles depuis 2017. Et en 2017, 2022 et 2023, on avait quand même un nombre des hôpitaux qui ont participé important. Et on peut dire que c'est vraiment représentable pour la situation suisse. Et voilà, vous voyez, 2017, c'était 5,9%, 22, 6%, 23, 5,9%. Ça veut dire que là, il y a quelques messages mixtes derrière. Ça veut dire que d'une fois, on peut dire que voilà, une prévalence de points, une prévalence ponctuelle, c'est une méthodologie robuste parce qu'on trouve toujours à peu près la même chose avec aussi une variabilité qui est assez reproducible. On peut aussi dire que voilà, on n'a pas une augmentation, ça veut dire que Covid n'a pas déclenché une augmentation des IAS. Mais en même temps, on peut aussi dire que là, le verre est demi-vide. On peut dire que voilà, malheureusement, on n'a pas réduit les IAS non plus. Mais on peut dire que aussi avec ces 6% de points de départ, on est à peu près au milieu de l'Europe, du continent. Et je dirais qu'on a un certain marge de manœuvre. Et en disant ça, je dirais que pour 2030 et 2035, une réduction de 5 à 4%, c'est quand même possible. Ce n'est pas quelque chose d'irréaliste.
Où on est avec le processus? On a invité les hôpitaux en 2022 de remplir le questionnaire IPCAF-OMS pour savoir à peu près où on est en Suisse. Et vous voyez très bien ici, sans aller dans les détails, mais pour ceux entre vous, je pense que probablement la majorité qui connaissent, vous connaissiez ces questionnaires et peut-être vous l'avez rempli vous-même. Et vous voyez qu'on en a ces différents éléments, différentes stratégies clés, les 8 de l'OMS. Et vous voyez très bien que maintenant, en formation, en prévention avec une stratégie multimodale et l'audit, ce sont certainement des stratégies où on a une certaine marge de manœuvre, où on n'est pas super bien. Et aussi la surveillance, on peut s'améliorer. La stratégie ou le document opérationnel définit différents champs d'action, comme d'abord aussi la stratégie NOSO. On a la gouvernance. On dit que les hôpitaux de soins aigus procèdent à une évaluation, identifient les lacunes et prennent des mesures pour répondre aux exigences structurelles minimales en matière de prévention et de lutte contre les IAS dans les hôpitaux de soins aigus. Alors, ça, je dirais, vous avez déjà entendu parler, c'est le fameux cycle PDSA. Ça veut dire que là, on a le planning, on a la mise en œuvre, on a le contrôle, on étudie le contrôle de l'outcome et on ajuste si c'est nécessaire. Ça veut dire que toute la gouvernance, c'est ça. Et ça veut dire qu'il faut avoir une stratégie en place, mettre une stratégie en place pour mesurer les choses, pour être dans un contexte pour vraiment améliorer aussi les choses. Deuxième champ d'action, c'est le monitorage. Les hôpitaux de soins aigus instaurent à la surveillance d'au moins une IAS en plus des infections du site chirurgical en fonction de leur priorité. Et ça veut dire quoi exactement? Et maintenant, je vais vous expliquer un peu comment les exigences structurelles minimales et le questionnaire et le manuel se complètent en fait. Alors là, à gauche, vous avez les éléments clés numéro 6, la surveillance d'épidémie. Ici, ça veut dire qu'on collecte et on doit collecter et évaluer des indicateurs de processus. D'abord, l'hygiène des mains ou la consommation des produits pour la désinfection des mains et les taux de vaccination contre la grippe. Ensuite, pour la surveillance, on fait la surveillance obligatoire des infections du site opératoire. Et en plus, il faut participer à la prévalence ponctuelle. Et si on ne veut pas faire ça, il faut choisir une intervention ou une intervention supplémentaire dans cette surveillance du site opératoire. Et en addition, on veut que les hôpitaux s'investissent aussi à établir une surveillance supplémentaire. Par exemple, une bactérémie associée à un cathéter, des infections à Clostridium difficile ou autres. Alors là, avec ce questionnaire, vous pouvez faire le check si vous remplissez déjà ces critères maintenant, oui et non. Et ensuite, avec le manuel, c'est vraiment la question, est-ce que je remplis les critères ou je ne remplis pas les critères en tant qu'hôpital de soins aigus? Et là, vous avez quelques explications. Ça veut dire que là, on dit que la surveillance est un élément essentiel de l'APC dans les hôpitaux. Le système doit permettre une mesure prospective et rapide. Ensuite, l'exigence est satisfaite si les activités de surveillance comprennent les éléments suivants. Et là, c'est encore plus ou moins une répétition, ce qu'on trouve dans le document des exigences structurelles minimales. Mais aussi, on trouve aussi quelques explications supplémentaires que les résultats doivent être évalués et communiqués aux parties concernées, que la participation à un réseau de surveillance nationale est fortement encouragée, mais pas obligatoire,
Et ici, par exemple, lorsqu'une surveillance locale est appliquée, la méthodologie doit suivre les procédures de bonne pratique pour la surveillance en PCI. Et là, vous êtes libre de choisir le Swiss NOSO si c'est disponible, ou ECDC ou CDC, RKI, si vous vous orientez vers l'Allemagne, ou plutôt s'il y a quelque chose similaire en France, vous pouvez aussi vous orienter vers la France. Alors, aussi dans ce contexte, c'est audit et monitoring, c'est défini dans des exigences structurelles minimales, au moins un audit interne cible et PCI. Un monitoring ou monitorage de l'hygiène des mains doit être en place. Troisième, les résultats des audits internes doivent être communiqués. Et ensuite, la réalisation des objectifs doit être vérifiée et présentée dans le rapport PCI annuel. Alors aussi, si vous avez la possibilité dans les questionnaires de regarder si vous êtes en lien avec ces exigences ou pas. Et de nouveau, il y a quelques explicatifs supplémentaires pour faciliter à vous de comprendre ce que veut en fait. Et ça veut dire quoi une oui ou un non. Alors, le champ d'action, troisième champ d'action, c'est la prévention en lutte. Ça veut dire que les hôpitaux de soins aigus sont invités de mettre en place un ou plusieurs faisceaux de mesures PCI en fonction de leurs priorités. Ça s'oriente vers l'élément clé numéro 7. Ça veut dire qu'avec au moins un module d'intervention reconnu au niveau cantonal et national, cantonal, il y a en dehors du canton de Vaud, il n'y a rien. Mais j'espère qu'au futur, ça va changer. National, on a quelques modules et en Swiss NOSO, on va travailler que de plus en plus de modules seront disponibles dans le futur. Et tout ça pour la prévention des infections associées aux soins. De nouveau, si vous ne faites rien, vous ne faites rien. Si oui, vous choisissez quel type d'infection vous avez un programme de prévention en place dans votre établissement et de nouveau quelques explicatifs. Quatrième champ d'action, la formation. Les hôpitaux de soins aigus instaurent des formations à la prévention et au contrôle des infections, ainsi qu'une formation continue ciblée sur les besoins pour tous les professionnels de la santé en contact avec les patients. C'est clair que ça s'oriente vers... oh, pardon, ça c'est en allemand. Ça c'est... Ah, ok, bon. Mais je crois que vous avez bien compris. Ici, le numéro 1, c'est que tous les soignants qui entrent à l'établissement, qui ont contact avec un patient, doivent être formés dans les isolements et les mesures de base. Et aussi, tous les soignants qui ont contact avec un patient doivent être formés régulièrement dans un contexte sur un sujet ou dans un thème relevant de PCI. Et ensuite, voilà, bien sûr, ça existe en français aussi. Vous pouvez regarder si vous remplissez les critères et dans les manuels, on trouve aussi quelques explicatifs. Ça, je vais bien sûr changer pour tout ce que quand vous allez télécharger cette présentation après. Juste pour information, cette année, on a aussi invité les hôpitaux à la participation de la prévalence ponctuelle suisse. On a presque 100 hôpitaux qui se sont inscrits. Et dans ce contexte, on a aussi invité les hôpitaux de remplir un questionnaire électronique sur, en principe, c'est les questions, c'est le questionnaire d'auto-évaluation sur les exigences structurelles minimales. Et on va faire une analyse après ça. On va aussi, bien sûr, donner un feedback à votre établissement si vous remplissez ce questionnaire. Et on va regarder ce qu'on va trouver en Suisse. Et ça, c'est sûr et certain qu'on va inviter de faire ça chaque année avec le but de suivre l'évolution des établissements en Suisse dans ce domaine. Avec ça, je dis merci pour votre attention et je me rends disponible pour toute question. Merci.
Oui, merci beaucoup, Walter, pour la présentation. J'ai aussi une question qui nous a posée auprès du hôpital continental de Aarau. Alors là, on a demandé si les indicateurs de processus ne seront peut-être mieux que le taux des infections. Spécialement pour les petits hôpitaux qui n'ont peut-être que 0 à 5 cas. Si on veut les réduire, c'est peut-être pas très bien pour la statistique, pour calculer seulement le taux d'infection. Oui, c'est une bonne question. Je pense au niveau outcome, il y a quelques outcomes qui sont robustes, comme la mortalité. Ensuite, on a aussi les infections, les IAS. C'est un outcome robuste. Ça veut dire que tout à la fin, on veut réduire les infections et on veut éviter la mortalité. Ça, c'est clair, ou diminuer la mortalité. Ça, c'est le but principal. Mais on a aussi les processus. Et c'est vrai que, heureusement, les IAS ne sont pas super souvent, mais c'est tout de même 6%, veut dire qu'à l'échelle nationale, on parle d'à peu près 60 000 patients qui souffrent d'une IAS, et ça, c'est beaucoup en Suisse. Mais c'est vrai, pour un petit hôpital, si on veut suivre l'évolution, ça veut dire que si on veut regarder l'amélioration, détecter une amélioration ou une péjoration, c'est difficile avec un taux d'infection de 4 ou 5%. Effectivement, là, mesurer des processus, c'est plus facile parce qu'on a beaucoup plus d'informations. Ça veut dire que si on fait une surveillance directe de l'hygiène de main, on mesure, oui, la consommation de la solution hydroalcoolique, mais aussi on peut, par exemple, créer des listes, par exemple, pour comment on place une voie veineuse périphérique. Et là, on peut mesurer ça au fur et à mesure. Et là, on peut probablement détecter une évolution sur le temps, dans le temps. Et ça, je pense que pour un petit hôpital, ça peut être plus parlant, disons. Néanmoins, au niveau national, on est vraiment content que les hôpitaux, aussi les petits hôpitaux, les petits établissements participent tout de même à l'enquête de la prévalence parce qu'on a besoin d'une représentation des différents types d'hôpitaux au niveau national. Parce que si on n'a pas ça, on produit des chiffres qui sont peut-être comment on se dit, une inflation du problème, parce qu'on sait très bien que les grands établissements ont plus d'infections pour de différentes raisons, qui sont tout à fait normales. Merci pour cette réponse. Et puis, je vais parler maintenant avec Gaude Cato. Gaude est médecin adjoint à l'hôpital du Valais pour les maladies infectieuses. Et elle est aussi chef de clinique au hôpital universitaire de Genève. Si je suis bien informé, on va pas faire une présentation par Gaude, mais on est très intéressé comment le document des objectifs opérationnels vont être impliqués dans les hôpitaux où vous êtes. Et d'abord, la question, c'est quoi l'importance du document des objectifs opérationnels dans votre hôpital? Oui, bonjour, merci beaucoup. Alors effectivement, je vais parler vraiment pour l'hôpital du Valais ici. Donc l'importance du document des objectifs opérationnels, alors bien sûr pour nous en PCI, il est très important, mais je pense que l'enjeu c'est de le rendre important pour le reste de l'hôpital. Le document, il a été publié assez récemment, hein, donc nous, la première chose, c'était un petit peu de
sensibiliser les décideurs, donc dans un premier temps d'informer la direction. C'est clairement mentionné dans le document qu'il faut un soutien clair des directions. Donc, c'est des objectifs qui leur ont été présentés, les sensibiliser au fait qu'il y ait une stratégie nationale. Alors, bien sûr, c'est des choses qu'ils connaissent déjà, mais voilà, représenter un peu quels sont ces objectifs opérationnels. Il y a bien sûr les services qualité, nous en tout cas dans notre hôpital, qui jouent un rôle aussi dans l'implémentation de ces mesures. Donc, c'est des choses qui sont partagées. Puis, je pense que l'enjeu, bien sûr, c'est aussi, donc, aussi ce que je voulais mentionner, donc dans les commissions d'hygiène, on a cette commission d'hygiène qui se réunit 3 fois par année dans notre hôpital, hein, un peu comme ce que mentionnent les exigences structurelles minimales, avec des représentants de la direction, avec des représentants des différents services. Donc, c'est aussi un moyen de relayer cette information. C'est une présentation, par exemple, qu'on a fait la semaine dernière à la commission d'hygiène pour les informer. Voilà, il y a des objectifs opérationnels. Au niveau national, ils ont été définis, mais au niveau de l'hôpital, on va devoir définir. Bien sûr que ça va être là, surtout le service PCI qui va jouer un rôle clé dans quels sont les objectifs qui vont être définis, mais on a besoin de ce soutien de la direction. Donc, il y a l'importance à ce niveau-là. Et puis, il y a bien sûr au niveau cantonal. Alors, nous, un petit peu la chance qu'on a en Valais, c'est que notre unité PCI, elle est mixte avec le canton. On appartient aussi à l'unité cantonale des maladies transmissibles. Donc, on a aussi discuté avec le médecin cantonal. Il est au courant que ce document des objectifs opérationnels a été publié. On a la commission de lutte des maladies transmissibles dans un mois. C'est quelque chose qui sera aussi représenté. Voilà, ça, je dirais, c'est un petit peu l'aspect politique, mais je pense que l'idée, c'est quand même au début d'en faire parler, et puis que, idéalement, bien sûr, que ça reste pas que au niveau, entre guillemets, des hautes sphères politiques, mais que chacun puisse après se les approprier. Mais on a besoin de ce soutien-là, et puis je pense que c'était une des premières étapes par laquelle il faut passer pour avoir un soutien dans la mise en œuvre. Voilà ce que je peux dire un peu pour l'importance. Et vous êtes positif que vous recevrez ce soutien? Alors, oui, c'est-à-dire le soutien, si on parle juste de dire on vous soutient à mettre en œuvre la stratégie, oui. Après, bien sûr que la question qui va avec, c'est une stratégie qui, je pense, on va en discuter juste après, qui nécessite quand même certains moyens, notamment si on parle de nouveaux modules de surveillance, etc. Et puis ça, je crois que l'hôpital du Valais, il est malheureusement un petit peu dans la même situation économique que beaucoup d'hôpitaux en Suisse. Et actuellement, obtenir des nouvelles ressources pour faire des nouvelles choses, c'est compliqué comme partout. Donc, je pense que le soutien, on va l'avoir et on l'a. Après, dans la pratique, bien sûr qu'il va falloir voir comment on peut mettre les choses en œuvre. Et ça, je pense que c'est un peu la même réalité que partout. Alors, comme si je comprends bien, votre processus, c'est d'abord sensibiliser et essayer de trouver le soutien et puis opérationnaliser. Voilà, donc il y a cet aspect-là où on essaye d'obtenir le soutien. Après, si je regarde un petit peu dans les aides qui sont fournies, je dois dire que pour des hôpitaux comme l'hôpital du Valais, un document comme la checklist, c'est très aidant. On voit exactement où est-ce qu'on en est. Alors d'un côté, c'est agréable parce qu'il y a des choses, on se dit, OK, on fait déjà pas mal de choses. On est content, mais on identifie, je pense que c'est ce que Walter a bien montré, c'est-à-dire qu'il y a des lacunes qu'on arrive à identifier un peu précisément. Par exemple, nous, clairement, les objectifs qui sont mentionnés en termes de formation, avoir une formation PCI pour chaque nouveau collaborateur, les reformer régulièrement un thème, voilà, c'est une exigence minimale qu'on ne remplit pas parfaitement. Ça nous permet de l'identifier, ça nous permet aussi de le mettre, voilà, de le formuler peut-être dans des objectifs là qui ne sont pas opérationnels d'un point de vue de réduction du nombre, mais en tout cas, ça fait partie de nos objectifs un peu globaux, stratégiques, de renforcer la formation PCI pour les collaborateurs. Vous avez déjà parlé des ressources et un peu aussi la pression économique dans les hôpitaux, aussi dans votre hôpital. C'est quoi
peut-être d'autres défis qui sont avec ce document? Ouais, pour nous, je dirais un des principaux défis, parce que bien sûr, la première étape, c'est d'identifier donc quelles vont être les infections associées aux soins qu'on va définir comme prioritaires. Et puis pour ça, bien sûr qu'il nous faut des données. Donc les données qu'on a à disposition pour l'instant, c'est les données de surveillance des infections du site chirurgical, hein, qui sont la seule surveillance à l'heure actuelle obligatoire. Donc bien sûr que là, on se dit, on a une marge de progression et puis on peut le fixer comme objectif prioritaire. Mais pour la plupart des autres infections associées aux soins, finalement, on a seulement les données de l'enquête de prévalence. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on n'a pas une surveillance des bactériémies en continu ou des infections associées au cathéter. Et je crois que là, on mise quand même sur les modules que Swiss Noso est en train de développer et des modules qui vont être proposés, parce que mettre en place à l'échelle d'un hôpital une surveillance continue, je crois que les hôpitaux universitaires y arrivent. Il y a peut-être d'autres hôpitaux universitaires qui arrivent, mais c'est coûteux, c'est compliqué. C'est un peu dommage que chacun définisse finalement ses propres définitions, parce que ça limite le benchmarking. Donc pour nous, stratégiquement, probablement que la première IAS, ça sera malgré tout les infections du site chirurgical, parce qu'on sait qu'on a des données d'incidence disponibles, on sait qu'on a des mesures de prévention aussi, des bundles proposés par Swiss Noso avec un monitorage. Et puis ça, c'est des outils qui sont disponibles, qui nécessitent tout de même des ressources pour être mis en œuvre, mais qu'en tout cas, on peut utiliser. Après, il y a d'autres indicateurs, par exemple, hein, qu'on a facilement disponibles, c'est les grippes nosocomiales ou même les Covid. Donc, c'est aussi une réflexion. Là, quelque part, ça ne nécessite pas tellement de ressources de surveillance. Donc, on pourrait aussi fixer un objectif comme ça. Mais avoir une surveillance de l'incidence de certaines infections, pour nous, à l'heure actuelle, ça reste un vrai défi en termes de ressources à mettre en place. Et bien sûr que les modules de surveillance automatisée de Swiss Noso, je pense, vont nous aider, on l'espère en tout cas. Je crois qu'on a perdu notre modérateur. Alors, je vais reprendre le lead jusqu'à ce qu'il vienne. Peut-être une question pour finir. Il est revenu. Attends. Mathis? C'est nicht. Bon, alors on va continuer. Écoute, je te remercie, Gaude, pour ton échange. Et puis, peut-être que on va continuer en posant une question à Isatis Ménétré de la CDS. Quels sont pour les cantons maintenant l'importance justement de ces objectifs opérationnels? On a vu que dans de nombreux cantons maintenant, les exigences structurelles minimales sont devenues dans la plupart obligatoires via les contrats de prestation. Et comment est-ce que ces deux recommandations s'articuler auprès des cantons, à ton avis? Alors oui, comme tu l'as dit, donc dans les recommandations de la CDS,
Et dans les recommandations liées à la planification hospitalière, on a demandé et recommandé que les cantons ils intègrent les exigences structurelles minimales de la stratégie NOSO dans leur contrat de prestation, par exemple. Ça peut être fait autrement, mais c'est une façon de les rendre obligatoires. Et comme tu l'as dit aussi, selon nos informations, ça a été fait à peu près dans tous les cantons, ou alors c'est prévu dans le cadre du prochain cycle de planification hospitalière. Et pour nous, ces objectifs opérationnels, c'est vraiment un instrument pour la mise en œuvre des exigences structurelles minimales. Donc, ils sont liés aux exigences structurelles minimales et puis ils les soutiennent et inversement. Donc, nous, on voit ça comme ça. C'est principalement les hôpitaux qui doivent définir les objectifs opérationnels correspondants sur la base de leur situation actuelle, donc toujours par rapport à leur institution. Et puis, les cantons, bien sûr, ils ont un rôle important aussi. Parce que c'est eux qui vont, s'ils le souhaitent, discuter plus en détail ou définir les objectifs opérationnels avec leurs hôpitaux. Donc, les cantons, ils ont une sorte de rôle de soutien et de sensibilisation à jouer dans le cadre de la stratégie NOSO, et ils vont, dans la mesure du possible, créer des conditions cadres pour favoriser, encourager la mise en œuvre de la stratégie NOSO. Donc, on voit vraiment les objectifs opérationnels comme un soutien aux exigences structurelles minimales, comme quelque chose qui va plus loin et qui permet de les appliquer. Ok, merci pour ta réponse. Et c'était aussi justement le but de ce document. C'était justement le soutien pour la mise en œuvre de ces recommandations, de ces exigences. Mathis, je te laisse reprendre le... On t'entend pas. Oui, désolé, Teams n'aime pas les produits de Apple, alors donc il a raté soudain et j'ai eu de la peine de me rejoindre. Mais est-ce que Pascal Besson a déjà eu la parole? Sinon, je voudrais te donner la parole parce que le document est un document de l'OFSP, de H+, et CDS. C'est aussi la question à toi, c'est quoi le rôle que ce document a pour vous chez H+, et pour les hôpitaux? Alors, merci beaucoup. Alors, évidemment, nous, on est évidemment on est derrière ces produits, tant les objectifs opérationnels que les objectifs opérationnels que les exigences minimales qui avaient été élaborées quelques années auparavant. On ne peut que soutenir ce genre de but. Le problème un peu de l'implémentation, ça a déjà été évoqué, hein, manque de ressources, manque de personnel, manque de financement. Ça, c'est un problème qu'on connaît de plus en plus. Les situations financières des hôpitaux, vous les connaissez aussi. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais je pense que c'est un petit peu les années à venir qui vont aussi montrer quelles priorités vont être mises où par les différents hôpitaux. On se réjouit personnellement, on se réjouit que le contrat qualité 58A soit maintenant bientôt validé pour qu'on puisse enfin passer à la mise en œuvre. Et dans ce cadre-là, pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore étudié en détail maintenant tout ce que prévoit ce contrat, mais que ce soit dit ici, dans sa deuxième année de mise en œuvre, il est prévu de s'attaquer au champ d'action sécurité des patients, qui est un des champs d'action de la stratégie du Conseil fédéral. Et dans ce cadre-là, chaque hôpital sera appelé à choisir un certain nombre de mesures d'amélioration de la qualité. Et les instruments élaborés par FISNOSO, que vous avez sûrement évoqués déjà, que ce soit, bon, j'ai les abréviations en allemand seulement, KOTI ou SSI, LAPSI, AI, tout ça, c'est des mesures d'amélioration de la qualité que assureurs et H+, ont déjà validées et reconnues et pourront être donc aussi choisis par un hôpital. Maintenant, dans le cadre du champ d'action sécurité des patients, chaque hôpital sera appelé à choisir 3 mesures qu'il devra mettre en œuvre. Et donc là,
on espère quand même, vu l'importance du travail qui est fait ici maintenant, que ces mesures-là vont être priorisées. Maintenant, encore une dernière, je fais encore une petite pub pour le fameux contrat qualité. Le 14 juin, on organise un World Café où tous les hôpitaux, mais aussi assureurs, cantons, tous ceux qui sont intéressés peuvent participer. L'idée de ce World Café, c'est un peu un genre de kick-off national, partant de l'idée qu'à ce moment-là, le contrat sera validé et on pourra enfin partir en implémentation, quoi. Il y aura aussi des cours qui seront organisés à partir de août pour différents publics cibles. Tout ça sera présenté, annoncé le 14 juin. Oui, et si on veut participer à ce World Café, on s'adresse où? Alors, je crois que vous pouvez vous pouvez vous adresser à Espace Compétences ou bien vous passez aussi par le site de H+. On a fait, bon, les hôpitaux, ils ont dû recevoir toutes ces infos par e-flash déjà. Maintenant, je ne sais pas si c'est arrivé jusque chez vous, mais sinon, renseignez-vous auprès de vos responsables qualité ou direction, ou sinon, espace compétences ou site H+, quoi. Okay. Merci. Je regarde sur la fonction Q&A, mais on n'a pas de questions. Si vous avez des questions à les gens qui sont présents ici, je vous demande de les mettre dans la section ou la fonction Q&A. On a aussi vu dans une question qui nous ont posé que la formation est un gros défi aussi pour les hôpitaux. C'est d'une fois la formation de base, mais aussi la formation continue. Je demande spécialement Walter Zink, c'est Swiss Noso, et puis il y a aussi Véronique Kobel, comment on va traiter ce sujet chez Swiss Noso et puis aussi dans le cadre de la stratégie. Walter, peut-être tu commences. Oui, bon, je pense que d'abord, je vais juste me prononcer sur la vue de l'hôpital. Et effectivement, c'est un défi, c'est vrai. Avec les exigences structurelles minimales, on a visé vers le bas. Ça veut dire que oui, on dit qu'il faut former les nouveaux collaborateurs sur les mesures de base, sur les mesures d'isolement. Et on va former régulièrement les soignants avec contact patient sur des sujets PCI. Et ça veut dire que ça se laisse beaucoup d'espace à interpréter. Et on a fait comme ça parce qu'on savait très bien que c'est difficile à implémenter dans la vie quotidienne. Par exemple, à l'hôpital universitaire de Zurich, on sait très bien que déjà c'est difficile à former les nouveaux collaborateurs parce qu'on n'a plus comme à l'époque 3 jours d'immersion, la bienvenue d'un hôpital. C'est parce qu'on ne veut plus payer ce coût, c'est trop cher pour les hôpitaux. Alors on a presque complètement abandonné. Maintenant, tout c'est sur la formation électronique qu'on doit faire si on a le temps. Un autre problème qu'on voit, que c'est les médecins sont souvent sous le radar d'une formation. Ça veut dire que si on a une formation, s'il faut établir une formation parce qu'on a une éclosion quelque part, on forme souvent les infirmières, infirmiers, mais pas les médecins. Et c'est par exemple ici à Zurich, c'est maintenant comme pour but, on a défini qu'on veut vraiment s'investir plus à la formation des médecins. Et une stratégie de le faire, c'est juste regarder avec les différentes cliniques ou identifier avec les cliniques les formations régulières ou systématiques qui sont déjà en place et juste proposer qu'on peut arriver avec quelques sujets ou quelques thèmes en PCI pour former aussi les médecins. Effectivement, quand on veut former
quand on veut former les employés, ce qu'on entend toujours de la direction, que c'est trop cher, même si on demande 15 minutes. C'est comme on a plus 15 minutes. C'est vrai parce qu'eux, ils font le calcul. Hein. Ils disent que nous avons, je ne sais pas, 2000 employés pour 15 minutes. Ça donne un chiffre énorme de francs suisses. Oui, si on fait ce calcul, à mon avis, pas très correct. Oui, bien sûr, on peut toujours dire qu'on n'a pas l'argent pour former les gens. Mais à mon avis, là, on peut aussi réfléchir un peu plus à qu'est-ce qu'on veut. Et surtout maintenant, avec toutes les pressions qu'on a dans les hôpitaux, on parle que de l'argent. C'est que de l'argent. Il faut toujours justifier ce qu'on veut faire. Et il faut toujours justifier si on veut, par exemple, juste maintenir un poste. Parce qu'aujourd'hui, on ne remplace plus, sauf si c'est quelqu'un d'autre, mais dans le PC, il faut toujours expliquer, justifier. Et voilà, ça c'est la nouvelle réalité qu'on est. Je ne veux pas trop me plaindre. Je pense qu'ici, dans notre hôpital, avec les éclosions qu'on avait, avec quelques problèmes qu'on a pu résoudre, je crois que notre direction a compris qu'on est quand même ici pour quelque chose. Mais oui, la formation, c'est aussi la question qui forme. Ça veut dire qu'effectivement, si nous devons faire une surveillance, nous devons former, nous devons prévenir, nous devons faire ci et ça. Et on n'a souvent pas suffisamment de staff pour faire ça. Mais là, pour ça, effectivement, on a aussi quelques solutions. Si on travaille avec les infirmiers de pôle, par exemple, qui sont des champions ou des link nurses dans les unités, là, on peut faire quelque chose, effectivement. Mais oui, j'ai parlé beaucoup. Mais bref, oui, c'est un défi. Merci Walter. Peut-être Gaud, vous avez des expériences similaires chez vous? Oui. Oui, alors je rejoins exactement ce que vient de dire Walter. On a les mêmes défis. Maintenant, il y a effectivement beaucoup ces e-learning qu'on essaie de développer. Donc, qu'est-ce qu'on passe à travers un e-learning? C'est toujours la grande question quand on sait comment ils sont faits. Mais au moins, entre guillemets, on peut un peu cocher la case. Il y a une formation de base qui est faite. Mais je crois que c'est tout à fait juste d'essayer de s'intégrer dans l'existant. Malgré tout, on en fait des formations et je pense que de profiter des colloques de services qui sont déjà en place en disant, voilà, une fois par année, si vous pouvez nous laisser un slot et puis nous, on vient parler de prévention des infections, c'est aussi un moyen de le faire, que ce soit auprès des chirurgiens, de la médecine, enfin de toutes les spécialités. Mais oui, clairement, c'est un défi, ça nécessite beaucoup de ressources, on doit être un peu ingénieux et puis... encore une fois, essayer de s'appuyer sur des outils existants. J'ai l'impression que parfois, chacun réinvente un peu les choses. Nous, on a redéveloppé des e-learning, probablement qu'ils existent ailleurs. Mais voilà, en tout cas, je pense qu'il y a aussi un enjeu là de mutualiser un petit peu les ressources au niveau national. Et puis, voilà ce que je peux ajouter. Merci. Alors, Véro, c'est quoi qu'on va faire dans le cadre de la stratégie, dans la formation? Oui, alors effectivement, la formation, c'est un des champs d'action de la stratégie NOSO. Donc, on est bien conscient qu'il y a une marge de manœuvre là, et on a vu aussi dans l'évaluation des exigences structurelles minimales qu'il y a aussi là un potentiel d'amélioration. On a discuté ça dans plusieurs occasions dans le cadre de la stratégie. On avait aussi fait une analyse des besoins qui révélait un peu des améliorations nécessaires, autant dans la formation de base que dans les formations continues dans les hôpitaux. Et c'est vrai que c'est un thème qui a été un peu dépriorisé par manque de ressources
qui avait été lancé avant la pandémie, et puis qu'ensuite a été plusieurs fois dépriorisé. Et puis maintenant, c'est vraiment une des priorités. On a commencé à faire un pré-projet au dernier workshop. Donc, on avait un workshop qui était justement dédié à cette thématique. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut aider et soutenir les hôpitaux pour la formation qui est faite dans les hôpitaux. Par exemple aussi avec l'approche de la implementation science. On a les résultats de ce pré-projet et puis on n'a pas encore exactement les modalités et le contenu de ce projet, mais c'est quelque chose sur lequel dans les prochains mois on va travailler et surtout essayer de soutenir au mieux les hôpitaux dans les formations. Donc on se concentre plus dans les formations faites dans les hôpitaux aussi parce que c'est ce qui est demandé aussi dans les exigences structurelles minimales. Et c'est vrai qu'il y a aussi un besoin dans la formation de base, mais c'est vrai que ça, c'est quelque chose ce serait un projet de très longue haleine avec de nombreux intervenants. Et on a préféré prioriser quelque chose, enfin se tourner vers un projet parce qu'on ne peut pas tout faire, qui, à notre avis, va porter des fruits beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc, c'est ce qui est prévu dans le cadre de la stratégie NOSO. Oui, comme on n'a pas de questions dans la fonction de Q&A. Il y a une question qui vient d'arriver. Ah, oui. Tu la vois? Ah, voilà. Bonjour. Les exigences structurelles minimales précisent que le personnel infirmier en PCI doit être formé. Quel niveau de formation recommandez-vous? Diplôme fédéral d'expert, niveau junior. Qui veut y répondre? Je pense que je peux répondre à ça. Bon, d'abord, il faut dire que on est juste en train de changer la formation de spécialistes PCO futur parce qu'on a changé les Trägerschaft, je ne sais pas en français comment on dit, de l'examen, des examens fédéraux dans ce sujet avec SSHH et Oda Santé. Et on est juste en train de demander une révision totale de la formation des spécialistes PCO futurs. Dès qu'on a le feu vert, on va organiser des groupes de travaux qui s'en occupent. Et effectivement, parce que moi, je suis impliqué en tant que président des SSHH, je pense que c'est les moments où on peut certainement aussi discuter. Je crois que dans ce réseau ici, ça veut dire que là, avec l'OFSP, mais aussi H+, il est content pour connaître aussi un peu leur vision d'une telle formation. Pour le moment, c'est un diplôme. Et je pense que dès que ça c'est dû au fait que pour le moment, c'est une sorte d'apprentissage. Je veux dire que ça, c'est une formation après un apprentissage. Je veux dire que ce n'est pas une formation après un diplôme universitaire. Je veux dire que pour le moment, on va rester avec un diplôme. Pour le futur, par ailleurs, on commençait à réfléchir si on veut ou si on peut offrir, par exemple, un bachelor dans ce domaine, mais pour ça, il faut travailler en collaboration avec une université ou une autre école en Suisse. Ça, pour le moment, ce sont juste des idées, mais je ne veux pas exclure qu'à un moment donné, ou dans un futur incertain, pas indéfini, mais dans un futur pas trop loin, on peut peut-être offrir une telle formation aussi. Mais pour le moment, oui, on va réorganiser la formation, mais ça reste encore un diplôme. Oui, j'espère que la question est résolue comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas. Est-ce que Isatis ou Pascal, vous voulez ajouter quelque chose?
Pour moi, c'est bon. C'est bon pour moi aussi, oui. OK. Alors, comme ça, on va finir avec le webinaire. Je vais donner la parole à Véronique pour les mots de conclusion. Je veux vous dire aussi que deux choses, que d'abord, les transparents vont être distribués, que vous avez vu. Vous auriez aussi une note pour quand vous verrez ce vidéo sur le YouTube channel du BAG. Et si jamais vous avez des recommandations, des feedbacks sur les objectifs opérationnels, vous pourrez les adresser au Office fédéral santé publique et le mail, adresse de mail, on va le mettre dans le chat, c'est nozo@bag.admin.ch. Et comme ça, avec ça, je donne la parole à Véronique. Merci beaucoup. Donc moi, je remercie tous les participants, les référents aussi. Je vois qu'on a une 50aine de personnes. Ce matin, on en avait une 100aine dans la session allemande. Donc on est très content de voir que cette thématique intéresse les partenaires de mise en œuvre. Je remercie Walter Zing pour sa présentation. Je pense que là, on a bien montré le lien qu'il y a entre objectifs opérationnels et exigences structurelles minimales. Je pense aussi qu'on voit qu'avec ce formulaire d'évaluation et ce manuel qui a été qui a été élaboré par Swiss Noso et également publié en début d'année, je pense que ça soutient aussi beaucoup les hôpitaux dans la mise en œuvre et dans l'évaluation de la mise en œuvre des exigences. Je pense que ça devient aussi beaucoup plus concret de ce qui est entendu par ces exigences structurelles dans le premier document. Donc, ça complète, à mon avis, parfaitement la suite. Ensuite, il y a effectivement des différents modules qui sont en place déjà et dans les 2 prochaines années, il y aura d'autres modules de surveillance qui vont être à disposition. Donc, a priori, pour les CLABSI et les bactériémies associées au cathéter et pour les pneumopathies non ventilées, probablement dès 2025 et pour les pneumopathies ventilées probablement en 2026. Donc là, on continue dans le cadre de la stratégie NOSO de soutenir aussi les hôpitaux avec ces différents instruments. Et comme l'a dit Mathis, pour nous, c'est très précieux d'avoir aussi vos commentaires sur le document et aussi sur la mise en pratique. On est au tout début, donc nous, on apprend aussi la mise en œuvre. Donc, on est vraiment très content d'avoir aussi vos retours, aussi très pratiquement dans les hôpitaux, voir les défis, voir aussi comment on peut soutenir les hôpitaux dans la mise en œuvre. Et c'est effectivement des choses qu'on regarde en collaboration aussi avec H+, et les cantons. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, à faire vos commentaires sur le document pour la suite. Et puis, je remercie aussi Gaud d'avoir fait ce petit interview. Et c'est vrai on a eu aussi une interview de l'hôpital cantonal de Saint-Gall ce matin dans la session allemande. Et on voit combien les situations sont différentes et que ces objectifs structurels doivent vraiment s'intégrer dans les structures existantes, dans ce qui existe déjà. Et puis quelque chose qui était aussi intéressant, c'est aussi ces objectifs, ils sont aussi conçus comme base de réflexion et aussi comme base de discussion avec les directions d'hôpitaux. Donc pour ça, je pense que c'est aussi un outil pour la suite de la mise en œuvre et de la prévention des infections dans les hôpitaux. Et puis, donc, comme vous l'a dit Mathis,
Donc, vous pouvez soumettre vos questions. Nous avons aussi un site web avec une newsletter si vous n'êtes pas encore inscrit. Et puis, la prochaine possibilité d'échange, ce sera le 8 novembre. On a un workshop NOSO, c'est une manifestation d'une journée sur le site, donc au BAG, avec différents workshops, aussi des séances en plénière. Et un des thèmes sera aussi la mise en œuvre des exigences structurelles minimales. Donc, les inscriptions seront lancées à partir du mois de juin. Donc, vous recevrez aussi des informations là-dessus. Et donc, je vous remercie encore une fois à tous et toutes pour votre participation. J'espère que ça va vous faire avancer, que ça a répondu à certaines de vos questions, et puis ça va vous faire avancer dans la mise en œuvre de ces objectifs. Et je vous souhaite bonne suite de journée. Bonne journée. Merci. Merci, bonne journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Bonne journée.